Les rats dans les murs. Par H.P. Lovecraft. Le 16 juillet 1923, après le départ du dernier ouvrier, j'emménageais dans le prieuré d'Hexham. La restauration avait été d'une tâche formidable, tant il restait peu sur les vieilles fondations désertées qu'une coquille vide de ruines. Mais parce qu'il s'agissait du lieu de mes ancêtres, aucune dépense ne m'avait découragé. Le lieu n'avait pas été habité depuis le règne de Jacques Ier, quand une tragédie d'une intensité hideuse, d'une nature même largement inexpliquée, avait abattu le maître, 5 de ses enfants, plusieurs domestiques, et placé sur le 3e fils, mon géniteur en droite ligne, et le seul survivant de cette lignée abhorrée, un monde de terreur et de suspicion. Avec ce jugement qui le dénonçait comme meurtrier, la propriété avait été rendue à la couronne, et l'accusé n'avait fait aucune tentative pour se disculper ou tenter de la reconquérir. Effondré par un sentiment d'horreur plus lourd que la conscience ou la loi, et n'exprimant que le souhait irrationnel de bannir le vieux bâtiment de sa vue et de sa mémoire, Walter de la Peur, 11e baron d'Hexham, émigra en Virginie et y fonda la famille qui, au siècle suivant, fut connue sous le nom de la Port. Le prieuré d'Hexham était resté à l'abandon, même ayant agrandi plus tard le patrimoine de la famille Norris, et très étudié à cause de son architecture particulièrement composite. Une architecture incluant des tours gothiques sur une infrastructure saxonne ou romane, dont les fondations elles-mêmes relevaient d'une strate plus ancienne, ou du mélange de ces strates romaines, druidiques, ou même originairement kimriques, si la légende est vraie. Ces fondations étaient d'une particularité bien curieuse, émergeant sur tout un côté du calcaire solide du précipice, depuis le bord duquel le prieuré dominait une vallée désolée, 5 km à l'ouest du village d'Anchester. Si les architectes et les archéologues se passionnaient à étudier cette étrange relique des siècles enfuis, les gens du pays la haïssaient. Ils l'avaient haïe des siècles auparavant, quand mes ancêtres vivaient ici, et ils la haïssaient maintenant, toute percluse du lichen et du moisi de l'abandon. Je n'étais pas depuis 2 jours à Manchester que je savais arriver à une maison maudite. Et maintenant, les ouvriers avaient fait ressurgir le prieuré d'Hexham, avaient anéanti les traces de sa fondation. Les données essentielles concernant mes ancêtres, je les ai toujours sues, comme le fait que mon premier aïeul américain était arrivé dans les colonies portées par d'étranges auspices. Mais des détails, j'étais resté pleinement dans l'ignorance, tant cette politique de réserve était ancrée chez les de la Port. Contrairement à nos voisins planteurs, nous fanfaronnions rarement sur nos ancêtres qui avaient fait les croisades ou autres héros du Moyen-Âge ou de la Renaissance. Et pas d'autre tradition à évoquer chez nous que ce qui aurait pu être recueilli d'une enveloppe scellée laissé avant la guerre civile par chaque chef de famille à son fils aîné, pour une lecture posthume. La gloire qui nous était si chère à propos de tout ce qui avait été fait depuis notre émigration, la gloire d'une famille fière et honorable, cela devait se limiter à notre histoire en Virginie. Avec la guerre, nos possessions et notre fortune s'évanouirent, et toute notre existence bascula avec l'incendie de Carfax, là où nous vivions sur les rives de la rivière James. Mon grand-père, devenu très âgé, était mort dans l'incendie, et avec lui l'enveloppe qui recelait et nous transmettait notre passé. Je me souviens encore aujourd'hui de cet incendie, tel que je le vis du haut de mes 7 ans, avec les soldats fédéraux qui criaient, les femmes qui hurlaient et les nègres gémissant et priant. Mon père était dans l'armée qui défendait Richmond, et nous avons dû accomplir bien des formalités pour que ma mère et moi puissions le rejoindre à travers les lignes militaires. Quand la guerre se termina, nous déménageâmes au nord, d'où venait ma mère, et peu à peu je grandis pour devenir un jeune homme, puis un homme mûr et reconquérir ma part de solide fortune yankee. Ni mon père ni moi n'avons jamais su ce que l'enveloppe héréditaire recelait, et comme je faisais mon trou dans la grisaille des affaires du Massachusetts, je perdis tout intérêt au mystère qui hantait d'évidence, loin en arrière, l'arbre généalogique familial. En aurais-je suspecté la nature, combien j'aurais été heureux d'abandonner le prieuré d'Hexham à ses lichens, ses chauves-souris et ses toiles d'araignée. Mon père mourut en 1904, mais sans aucun message à me laisser, ou à mon seul fils Alfred, orphelin de mère et âgé de 10 ans. C'est cet enfant qui renversa le sort concernant les informations familiales. Car quand bien même je n'avais pu lui transmettre que quelques anecdotes ou plaisanteries sur notre passé,
Il m'envoya par lettre quelques-unes des légendes ancestrales et passionnantes quand la dernière guerre le mena en 1917 jusqu'en Angleterre en tant qu'officier d'aviation. Un ami de mon fils, le capitaine Edward Norris, du Corps royal d'aviation, avait vécu près du lieu d'origine de la famille, à Manchester, et lui raconta ses superstitions paysannes dont bien peu de romanciers auraient pu égaler la sauvagerie et le surprenant. Apparemment, les de Laport avaient une histoire haute en couleurs, mais aussi bien sinistre. Norris lui-même, bien sûr, ne les prenait pas au sérieux, mais elles amusèrent mon fils et lui fournissaient du matériau pour m'écrire. Ce sont ces légendes qui firent définitivement bifurquer mon intérêt vers mon héritage transatlantique, et m'induisirent cette résolution d'acheter et de restaurer le siège de l'origine familiale, que Norris avait montré à Alfred dans son abandon pittoresque, lui proposant de le lui faire acheter dans des conditions éminemment raisonnables, puisque son propre oncle en était l'actuel propriétaire. J'achetai le prieuré d'Hexham en 1918, mais fus détourné de l'immédiat de mes plans de restauration quand mon fils me revint mutilé et invalide. Pendant les 2 ans qu'il lui restait à vivre, je ne pensais à rien d'autre qu'à ses soins, et confiai à mes associés la direction de mes affaires. En 1921, je me retrouvai vide et sans but, chef d'entreprise à la retraite et non plus dans sa première jeunesse. Je me résolus, pour me détourner de mes souvenirs, à consacrer le restant de mes jours à ma nouvelle acquisition. J'y fus entraîné par le capitaine Norris, maintenant un aimable et grassouillet jeune homme qui avait été si proche de mon fils, et m'assurait de son assistance dans les plans à établir et les détails qui me guideraient dans la restauration à venir. Le prieuré d'Hexham lui-même, je le découvris sans émotion, un mélange de ruines médiévales chancelantes, couvertes de mousse et criblées de nids de corbeaux, périlleusement perchés sur son précipice, vidé de ses planchers, charpentes et de tout appareil intérieur, hors les murs de pierre des vieilles tours disjointes. Tandis que je reconstituais progressivement les plans de l'édifice tel qu'il était lorsque mes ancêtres l'avaient abandonné il y a 3 siècles, je commençais à recruter des ouvriers pour sa reconstruction. Chaque fois, j'étais obligé de quitter les environs immédiats, tant les habitants d'Manchester avaient cette peur et cette haine presque incroyable du lieu. Ce sentiment était si grand qu'ils arrivaient parfois à le faire partager à mes travailleurs, causant d'innombrables défections, et une telle ampleur que cela incluait à la fois le prieuré et ses anciens propriétaires. Mon fils m'avait raconté qu'on l'avait évité durant sa visite, simplement parce qu'il était un de la peur, et je me retrouvais moi-même dans une situation de subtil ostracisme pour la même raison, jusqu'à ce que je puisse convaincre les paysans de combien j'en savais peu sur mon héritage. Même alors, ils me détestaient d'une façon sourdement menaçante, et tout ce que j'aurais pu recueillir des récits du village, ce fut par la médiation de Norris. Ce que les gens ne pouvaient pardonner, peut-être, c'est que j'étais venu restaurer un symbole qu'ils abhorraient tant, puisque rationnellement ou pas, ils considéraient le prieuré d'Hexham comme rien moins qu'un repère de démons et de loups-garous. Rassemblant les contes que Norris avait recueillis pour moi, et les compilant avec les rapports des nombreux savants qui avaient étudié les ruines, j'en avais déduit que le prieuré d'Hexham occupait le site d'un temple préhistorique, une construction druidique ou d'avant les druides, probablement contemporaine de Stonehenge. Des rites indescriptibles avaient été célébrés ici, peu en doutaient, et il y avait des récits peu plaisants de comment ces rites avaient été reconduits dans l'adoration de Cybèle, telle qu'introduite par les Romains. Des inscriptions encore visibles dans la crypte révélaient des lettres aussi inévitables que Div, Obs, Magna, Mact, signe de la Magna Mater, dont l'adoration obscure avait été vainement interdite aux citoyens romains. Manchester avait été le siège de la 3e Légion d'Auguste, comme beaucoup de ruines en attestaient, et on racontait que le splendide temple de Cybèle était grouillant d'adorateurs qui se rassemblaient pour des cérémonies innommables à la requête d'un prêtre phrygien. Les anciens contes ajoutaient que la chute de la vieille religion n'avait pas mis fin aux orgies dans le temple, et que les prêtres chargés de la nouvelle croyance vivaient de la même façon. Également, on racontait que ces rites n'avaient pas disparu avec l'Empire romain, et qu'en bonne partie, les Saxons s'étaient contentés de reprendre ce qui subsistait dans le temple, lui donnant les grandes lignes de ce qui, par conséquent, survivait, en faisant le centre d'un culte qui se prolongerait sur la moitié de la heptarchie. Vers l'an 1000, le lieu est mentionné dans une chronique comme étant un important prieuré bâti de pierre et hébergeant un ordre monastique étrange et puissant, entouré de vastes jardins où nul n'était besoin de murs pour tenir la populace effrayée à distance. Même les Danois n'osèrent le détruire, bien qu'après la conquête normande il déclina vertigineusement.
Il n'y eut aucun obstacle ni empêchement lorsqu'Henri VIII en fit don à mon ancêtre Gilbert de la Peur, premier baron d'Hexham. De ma famille avant cette date, il n'y a pas la moindre archive, mais quelque chose de bizarre a dû se passer alors. Dans une chronique de 1307, il est fait référence à un de la Peur qui aurait été maudit de Dieu, alors que les légendes du village ne rapportent rien qui serait lié à une peur démoniaque, ou quelque affolement à propos du château construit sur les fondations de l'ancien temple et prieuré. Ce qu'on racontait au coin de la cheminée relevait de la description la plus macabre, rendue encore plus morbide par cette réserve effrayée et ce flou évasif. Il présentait mes ancêtres comme une race de démons héréditaires, à côté desquels Gilles de Ré et le marquis de Sade auraient semblé de gentils compagnons, et on soupçonnait leur implication dans chaque disparition occasionnelle de villageois depuis bien des générations. Les pires personnages apparemment étaient les barons et leurs héritiers directs, du moins le pire de la rumeur les concernait. Si l'un des héritiers présentait des inclinations plus bénéfiques, disait-il, il mourrait prématurément et mystérieusement pour faire place à un greffon plus typique. Il semblait exister un culte interne à la famille, sous l'autorité du patriarche de la branche, le plus souvent réservé à quelques-uns de ses membres. Le tempérament, plutôt que la ligne généalogique, était d'évidence la base de ce culte, puisqu'ils y admirent parfois ceux qui s'étaient mariés dans la famille. Lady Margaret Trevor de Cornouailles, épouse de Godfrey, le second fils du 5e baron, devint le fléau préféré des enfants partout dans le pays, et l'héroïne démoniaque d'une vieille ballade particulièrement horrible qui persiste encore aux environs de la frontière galloise. Présente dans cette ballade aussi, même si ce n'est pas pour illustrer la même histoire, la fable hideuse de Lady Mary de la Peur, qui peu après son mariage avec le comte de Shrewfield fut assassinée par lui et sa mère, les deux meurtriers étant absous et bénis par le prêtre, auquel ils avaient confessé ce qu'ils n'osaient répéter au monde. Ces fables et ballades, typiques des superstitions les plus rudimentaires, me dégoûtaient profondément. Leur persistance, et qu'elles aient été appliquées à une ligne aussi longue de mes ancêtres, était vraiment perturbant. Et l'imputation d'habitudes monstrueuses me renvoyait au souvenir malplaisant du scandale connu d'un de mes plus proches aïeux, le cas de mon cousin, le jeune Randolph de Laport, de Carfax, qui partit vivre chez les Noirs et devint un sorcier vaudou après son retour de la guerre du Mexique. J'étais beaucoup moins impressionné par les vagues rumeurs sur les gémissements et hurlements dans les landes de la vallée balayée par les vents sous la falaise de calcaire, ni par celles qui concernaient les odeurs nauséabondes du cimetière après les pluies de printemps, ni par la chose mouvante et gémissante sur laquelle le cheval de Sir John Clave avait marché une nuit dans un champ isolé, ni du domestique devenu fou à cause de ce qu'il avait vu dans le prieuré à la pleine lueur du jour. Ces contes étaient rebattus dans la moindre histoire de fantômes, et à cette époque, j'étais d'un scepticisme prononcé. Les histoires concernant les paysans disparus pouvaient moins facilement se contourner, même si non significatives à l'échelle des normes médiévales. La curiosité indiscrète signifiait la mort, et plus d'une tête tranchée avait été publiquement exhibée sur les remparts, maintenant détruits du prieuré d'Hexham. Certains de ces récits étaient pittoresques à l'excès, et me faisaient souhaiter que j'en ai appris plus sur la mythologie comparée dans ma jeunesse. Il y avait par exemple la croyance qu'une légion de diables à ailes de chauve-souris veillait chaque nuit sur un sabbat de sorcières au prieuré. Une légion dont l'entretien pouvait expliquer l'abondance disproportionnée de légumineuses grossières moissonnées dans les vastes champs attenants. Et le plus frappant de tout, il y avait cette dramatique épopée à propos de rats. Une armée galopante de vermines obscènes qui avait jailli du château 3 mois après la tragédie qui en avait causé l'abandon. La maigre, alerte, vorace armée qui avait tout balayé devant elle et dévoré les basses-cours, les chiens, chats, cochons, moutons et même 2 infortunés humains avant que sa furie ne s'épuise. Autour de cette inoubliable horde de rongeurs s'établit tout un cycle indépendant de mythes pour se répandre dans les maisons du village et apporter la malédiction et l'horreur à sa suite. Tel était le folklore qui m'assaillit tandis que je menais à son terme, avec ma plus prompte obstination, la tâche de restauration de la maison de mes ancêtres. On ne doit pas penser pour autant que ces contes formaient mon principal environnement psychologique. D'un autre côté, j'étais constamment félicité et encouragé par le capitaine Norris et par les archéologues qui m'entouraient et m'aidaient. Quand le chantier fut fini, 2 ans après son commencement, je vis les grandes pièces, les murs alambris, les plafonds voûtés, les fenêtres à meneaux, les larges escaliers avec une fierté qui compensait largement la dépense prodigieuse de la restauration.
Toutes les finesses du Moyen-Âge étaient astucieusement reproduites. Le haut lieu de mes pères était achevé, et maintenant je cherchais à racheter enfin la réputation locale de la lignée qui allait s'éteindre avec moi. Je voulais résider là en permanence et prouver qu'un de la peur, car j'avais adopté de nouveau l'orthographe originale du nom, n'avait pas à être considéré comme un ennemi. Mon confort était peut-être augmenté par le fait que, bien que le prieuré d'Hexham ait daté du Moyen-Âge, son intérieur était en vérité parfaitement neuf et débarrassé de toute vermine et toute trace des vieux fantômes. Comme je l'ai dit, j'emménageai le 16 juillet 1923. Ma maisonnée se composait de 7 domestiques et de 9 chats, espèce qui m'est particulièrement chère. Mon plus vieux chat, Nigel, avait 7 ans et m'avait accompagné depuis ma maison de Boston, Massachusetts. J'avais accumulé les autres durant mon séjour avec la famille du capitaine Norris pendant la restauration du prieuré. Depuis quelques jours, notre routine s'accomplissait dans une extrême tranquillité, mon emploi du temps consistant principalement à l'établissement des anciennes archives familiales. J'avais maintenant collecté quelques récits très circonstanciés de la tragédie finale et de la fuite de Walter de la Peur, dont je supposais que c'était le probable contenu des papiers héréditaires perdus dans l'incendie de Carfax. Il en résultait que mon ancêtre était accusé avec maintes raisons d'avoir tué dans leur sommeil tous les autres membres de sa maisonnée, à l'exception de 4 domestiques complices, à peu près 2 semaines après une découverte choquante qui ébranla toute sa conduite, mais que, hormis par déduction, il ne permit à personne de partager, hors les domestiques qui l'assistèrent et s'enfuirent hors d'atteinte. Ce massacre délibéré, qui inclut son père, 3 frères et 2 sœurs, fut largement excusé par les villageois et traité avec un tel laxisme par la loi que celui qui l'avait perpétré s'enfuit en Virginie non pas déshonoré, mais indemne et sans se cacher. Le sentiment général, tel qu'on le murmurait, était qu'il avait purgé le pays d'une malédiction immémoriale. Quelle découverte avait provoqué un acte aussi terrible? Je ne pouvais qu'à peine le conjecturer. Walter de la Peur devait connaître depuis des années les sinistres contes répandus sur sa famille, et ces histoires n'auraient su lui donner d'impulsion soudaine. Avait-il été témoin à ce moment de quelque ancien rite consternant, ou était-il tombé sur quelque effrayant symbole révélateur dans le prieuré ou son voisinage? Il avait la réputation d'avoir été un adolescent timide et doux en Angleterre. En Virginie, il ne semblait pas si dur ou amer, qu'harassé et anxieux. On parlait de lui dans le journal d'un autre gentleman aventurier, Francis Harley de Bellevue, comme d'un homme d'une justice, d'un honneur et d'une délicatesse sans exemple. Le 22 juillet se produisit le premier incident qui, bien que presque inaperçu à ce moment, présente une signification surnaturelle en relation avec les événements ultérieurs. Tellement simple d'ailleurs qu'on pourrait le considérer comme négligeable, et n'aurait pu certainement être remarqué sans ces circonstances. On doit d'abord se remémorer qu'habitant un bâtiment pratiquement tout frais et neuf, à l'exception de ses murs, environné par une équipe parfaitement composée de ses serviteurs, toute appréhension aurait été absurde, en dépit du lieu. Ce dont je me suis ensuite souvenu consiste essentiellement en ceci. Mon vieux chat noir, dont je savais si bien les humeurs, était sans conteste sur le qui-vive et anxieux, à un point complètement disproportionné à son caractère naturel. Il errait de pièce en pièce, agité et perturbé, et reniflait en permanence les murs qui formaient la fondation de la structure gothique. Je me rends parfaitement compte de combien ceci est banal, comme inévitable dans une histoire de fantôme, le chien qui chaque fois gronde avant que son maître ait vu surgir la silhouette drapée. Cependant, je ne puis, en toute honnêteté, le passer sous silence. Le jour suivant, un serviteur se plaignit de la nervosité des chats de la maison. Il vint me voir dans mon bureau, une salle au second étage de l'aile ouest, avec un haut plafond de voûte entrecroisée, lambrissé de chênes noirs, et avec une fenêtre gothique dominant la falaise calcaire et la vallée désolée. Et alors même qu'il me parlait, j'apercevais la silhouette furtive de Nigel, rampant le long de l'aile ouest, et grattant les nouveaux panneaux qui recouvraient la pierre antique. Je dis à l'homme que la vieille maçonnerie devait produire une odeur ou une émanation singulière, imperceptible au sens humain, mais perturbant les délicats organes des chats, même à travers les nouvelles boiseries. Je le croyais vraiment, et quand le brave homme suggéra la présence de souris ou de rats, je fis remarquer qu'il n'y avait eu ici aucun rat depuis 3 siècles, et qu'on pourrait même difficilement trouver dans ces hauts murs, où elles n'avaient pas coutume de s'égarer, les souris des champs de la région. Cet après-midi-là, je fis appeler le capitaine Norris,
et il m'assura qu'il serait assez incroyable que les souris des champs infestassent le prieuré d'une manière si soudaine et inédite. Cette nuit-là, gérant les affaires courantes avec un domestique, je me retirai dans la chambre de la tour ouest que je m'étais assignée et que l'on pouvait atteindre depuis le bureau par un escalier de pierre et une courte galerie. Le premier partiellement antique, la seconde entièrement restaurée. C'était une chambre circulaire, très haute et sans lambris, décorée de tapisseries que j'avais moi-même choisies à Londres. Comme Nigel m'accompagnait, je fermai la lourde porte gothique et me retirai sous la lumière des ampoules électriques qui imitaient fort astucieusement des bougies. J'éteignis enfin les lumières et m'affalai dans le lit à baldaquin sculpté, le vénérable chat à mes pieds, sa place habituelle. Je ne tirais pas les rideaux, mais regardais par l'étroite fenêtre qui me faisait face. Il y avait un soupçon d'aurore dans le ciel, et les entrelacs délicats de la fenêtre s'y détachaient agréablement. Au bout d'un moment, je dus m'endormir paisiblement, car je me souviens distinctement du sentiment de laisser derrière moi des rêves étranges, alors que le chat quittait brutalement sa position placide. Je le vis dans la faible lueur de l'aube, tête tendue vers l'avant, les pattes antérieures sur mes chevilles et les pattes postérieures étirées. Il observait avec intensité un point sur le mur, un peu à l'ouest de la fenêtre, point que rien ne distinguait à mes yeux, mais vers lequel toute mon attention était désormais dirigée. Tandis que je l'observais, je sus que Nigel ne s'agitait pas en vain. Je ne puis dire si les tapisseries bougeaient réellement. Je pense que c'était le cas, très faiblement. Mais ce que je puis jurer, c'est que derrière elles, j'entendis une cavalcade ténue, mais distincte, évoquant celle de rats ou de souris. En un instant, le chat se jetait de tout son poids sur la tapisserie tendue, précipitant de son poids la section concernée au sol, et laissant voir un antique et humide mur de pierre, accommodé ici et là par les restaurateurs, et vierge de toute trace de rongeurs rôdeurs. Nigel courut de long en large près de cette partie du mur, griffant la tapisserie tombée, et semblant par moments tenter de glisser une patte entre le mur et le plancher de chêne. Il ne trouva rien, et après un moment, lassé, revint à son emplacement habituel près de mes pieds. Je n'avais pas bougé, mais je ne dormis plus cette nuit-là. Le matin même, j'interrogeai tous les serviteurs, et découvris qu'aucun d'entre eux n'avait remarqué quoi que ce soit d'inhabituel, sinon le cuisinier, qui se souvenait des agissements d'un chat qui se reposait sur le rebord de sa fenêtre. Ce chat avait miaulé à un moment indéterminé de la nuit, réveillant le cuisinier qui put ainsi l'apercevoir se précipiter de façon déterminée à travers la porte, en bas des escaliers. Je somnolais jusqu'à midi et rappelai le capitaine Norris dans l'après-midi, qui fut particulièrement intéressé par ce que je lui racontais. Ces étranges incidents, si ténus et pourtant si curieux, stimulaient son goût du pittoresque et provoquaient chez lui quelques réminiscences de la tradition spectrale locale. Nous étions sincèrement perplexes quant à la présence de rats, et Norris me prêta quelques pièges et un peu d'arsenic, qu'à mon tour je demandai aux serviteurs de disposer à quelques endroits stratégiques. Je me retirai tôt étant fort fatigué, mais fus assailli des rêves des plus horribles. Il me semblait que mon regard plongeait tout au fond d'une caverne crépusculaire, où un démon porché à barbe blanche, pataugeant dans la crasse, guidait de son bâton un troupeau de bêtes fongueuses et flasques, dont l'apparence m'emplit d'un indicible dégoût. Puis, comme le porcher s'assoupissait à sa tâche, une énorme nuée de rats déferla sur l'abîme puant et s'abattit pour dévorer bêtes et hommes. Je fus arraché à cette vision terrifiante par les mouvements de Nigel, qui, comme d'habitude, dormait à mes pieds. Cette fois, je n'eus aucun doute quant à l'origine de ces grognements et feulements, ni sur la peur qui lui avait fait planter ses griffes dans ma cheville sans se préoccuper de leur effet. Car, de tous côtés de la chambre, les murs étaient vivants de sons écœurants. La reptation irréelle de rats affamés, gigantesques. Il n'y avait plus d'aurore pour distinguer la tapisserie, dont la partie qui était tombée avait été remplacée, mais je n'étais pas suffisamment effrayé pour ne pouvoir allumer la lumière. Les ampoules s'illuminant brusquement, je vis toute la tapisserie animée de mouvements hideux, formant des motifs bizarres d'une étrange danse de mort. Ce mouvement disparut presque immédiatement, et le son avec lui. Bondissant hors du lit, je tâtai la tapisserie à l'aide d'une bassinoire qui se trouvait là, et en soulevai un pan pour distinguer ce qui se trouvait derrière. Il n'y avait rien que le mur raccommodé, et même le chat avait perdu sa perception crispée de présence anormale. Quand j'examinais le piège circulaire qui avait été placé dans la chambre, j'en découvris toutes les trappes déclenchées,
bien qu'il ne restât aucune trace de ce qui avait été attrapé et s'était échappé. Se rendormir étant hors de question, j'allumai une chandelle et sortis dans la galerie, me dirigeant, Nigel sur mes talons, vers l'escalier qui menait à mon bureau. Cependant, avant que nous n'eûmes atteint les marches de pierre, le chat se précipita devant moi et disparut en bas de l'antique escalier. Pendant que j'en descendais moi-même les marches, je fus soudainement conscient de sons dans la grande salle, en dessous. Sons dont la nature ne faisait aucun doute. Les murs lambrissés de chaînes étaient vivants, des rats galopant en tous sens alors que Nigel se précipitait çà et là, avec la fureur du chasseur déconcerté. Arrivant en bas des marches, j'allumai la lumière qui, cette fois, ne fit pas disparaître le bruit. Les rats continuaient leur émeute, continuant leur cavalcade si clairement et avec une telle force que je pus enfin distinguer dans leurs mouvements une destination précise. Ces créatures, en quantité apparemment innombrable, s'étaient engagées dans une prodigieuse migration depuis des hauteurs inconcevables vers quelques tréfonds d'une profondeur concevable ou inconcevable. J'entendais à présent des pas dans le couloir, et quelques instants plus tard, 2 serviteurs ouvrirent la porte massive. Ils fouillaient la maison, recherchant l'origine inconnue d'une perturbation qui avait jeté tous les chats dans une panique grondante et les avait poussés à plonger précipitamment au bas de plusieurs volets de marche et à se tenir en miaulant devant les portes closes de la cave inférieure. Je leur demandais s'ils avaient entendu les rats, mais leur réponse fut négative. Et lorsque je me retournai pour attirer leur attention sur les sons derrière les panneaux, je m'aperçus que le bruit avait cessé. Avec les 2 hommes, je descendis aux portes de la cave inférieure, mais découvris que les chats s'étaient déjà dispersés. Plus tard, je décidai d'explorer la crypte en dessous, mais pour l'instant, je me contentais de faire le tour des pièges. Tous s'étaient déclenchés. Pourtant, tous étaient vides d'occupants. Me satisfaisant que personne n'ait entendu les rats, sinon les félins et moi, je restai assis à mon bureau jusqu'au matin, réfléchissant profondément, et me remémorant chaque bribe de légende que j'avais pu exhumer au sujet du bâtiment que j'habitais. Je dormis un peu dans la matinée, affalé sur le seul fauteuil confortable de la bibliothèque que mon plan d'ameublement médiéval n'avait pu bannir. Plus tard, je téléphonai au capitaine Norris, qui vint me rejoindre et m'aida à explorer la cave inférieure. On ne trouva absolument rien d'important, même si nous ne pûmes réprimer un frisson en songeant que ce caveau avait été bâti par des mains romaines. Chaque arche basse et pilier massif était romain. Pas le roman avili des Saxons incompétents, mais le classicisme sévère et harmonieux de l'âge des Césars. De fait, les murs abondaient en inscriptions familières aux archéologues qui avaient continuellement exploré l'endroit. Des choses comme P. Getae, Prop Temp Dona et El Praeg Vis Pontifi Attis. La référence à Attis me fit frissonner, car j'avais lu Catullus et connaissais quelque peu les rites hideux du dieu de l'Est, dont le culte était intimement lié à celui de Cybèle. Norris et moi, à la lueur des lanternes, tentâmes d'interpréter les formes étranges et presque effacées sur certains blocs de pierre irrégulièrement rectangulaires, considérés généralement comme des autels, mais nous ne pûmes rien en tirer. Nous nous souvînmes qu'un motif, une sorte de soleil rayonnant, était considéré par certains chercheurs comme impliquant une origine non romaine, ce qui suggérait que ces autels avaient simplement été adoptés par les prêtres romains depuis un temple plus ancien et peut-être autochtone sur le même site. Sur l'un de ces blocs se trouvaient quelques taches brunes qui me firent frémir. Le plus large au centre de la pièce présentait certaines caractéristiques sur sa surface supérieure qui indiquaient sa connexion avec le feu, probablement l'incinération d'offrandes. Telles étaient les visions dans cette crypte, devant la porte de laquelle miaulaient les chats, et où Norris et moi décidâmes de passer la nuit. Des canapés furent descendus par les serviteurs, à qui l'on dit de ne se préoccuper d'aucune activité nocturne des chats, et Nigel fut admis tant pour son aide que pour sa compagnie. Nous décidâmes de garder la grande porte de chêne, une réplique moderne avec des fentes pour la ventilation hermétiquement close. Et, ayant veillé à tout cela, nous nous retirâmes avec des lanternes encore allumées, afin d'attendre tout ce qui pourrait advenir. Le caveau se trouvait dans les grandes profondeurs des fondations du prieuré, et sans l'ombre d'un doute, fort loin en dessous de la falaise calcaire qui dominait la vallée. Qu'il ait été la destination des rats furtifs et inexplicables, je ne pouvais douter.
bien que je n'aurais pu en donner la raison. Alors que nous étions étendus là, dans la tente, je réalisais que ma veille se mêlait ponctuellement de rêves à demi formulés, interrompus par les mouvements malhabiles du chat à mes pieds. Ces rêves n'étaient pas sains, mais ressemblaient horriblement à celui que j'avais fait la nuit précédente. Je vis encore la caverne crépusculaire, ainsi que le porcher avec ses inconvenantes bêtes fongueuses, vautrées dans la boue, et comme je regardais ces choses, elles me semblèrent plus proches et plus nettes, si nettes que je pouvais presque en détailler l'aspect. Alors j'observai attentivement les traits flasques de l'une d'elles, et m'éveillai avec un tel hurlement que Nigel fit un bond, alors que le capitaine Norris, qui n'avait pas dormi, éclatait de rire. Norris aurait sans doute ri bien plus, ou peut-être moins, s'il avait su ce qui m'avait fait crier. Mais je ne m'en souvins moi-même que bien plus tard. L'horreur ultime paralyse souvent la mémoire par charité. Norris me réveilla lorsque le phénomène débuta. Il me tira hors du même rêve terrifiant en me secouant doucement et en m'exhortant à écouter les chats. Effectivement, il y avait beaucoup à entendre, car derrière la porte close en haut des marches de pierre, il y avait un véritable cauchemar de chats hurlants et griffant, tandis que Nigel, négligeant ses semblables de l'extérieur, courait avec excitation le long des murs de pierre nus, dans lesquels j'entendais le même brouhaha précipité de rats qui m'avait troublé la nuit précédente. Une terreur aiguë grandit en moi, car nous faisions face à des anomalies que rien de normal ne pouvait expliquer correctement. Ces rats, s'ils n'étaient pas les créatures d'une folie que je partageais avec les seuls chats, devaient nécessairement se frayer un chemin et se glisser à l'intérieur des murs romains que j'avais cru composés de blocs de calcaire massifs. À moins que, peut-être, l'action de l'eau pendant plus de 17 siècles eût grignoté de sinueux tunnels et que les corps des rongeurs auraient élargi et érodé. Mais même en ce cas, l'horreur spectrale n'était pas moindre. Car s'il s'agissait de vermines vivantes, pourquoi Norris n'entendait-il pas leurs mouvements répugnants? Pourquoi m'avait-il demandé d'observer Nigel et d'écouter les chats à l'extérieur? Et pourquoi faisait-il des suppositions fantasques et vagues sur ce qui avait pu les exciter? Au moment où j'étais parvenu à lui dire, aussi rationnellement que je le pouvais, ce que je pensais entendre, mes oreilles me donnèrent les dernières impressions d'une débandade qui s'éloignait, qui s'était repliée encore plus bas, loin en dessous de cette cave, la plus profonde de toutes, jusqu'à ce qu'il sembla que l'intégralité des profondeurs de la falaise était criblée de rats fouineurs. Norris n'était pas aussi sceptique que je l'avais imaginé, mais il semblait par contre particulièrement ému. Il me fit remarquer par signe que les chats derrière la porte avaient mis fin à leur clameur, comme s'ils pensaient avoir perdu les rats, alors même que Nigel avait un relent d'agitation et griffait frénétiquement le bas du large autel de pierre au centre de la pièce, qui était plus proche du divan de Norris que du mien. À cet instant, ma peur de l'inconnu était immense. Il était arrivé quelque chose de stupéfiant, et je constatais que le capitaine Norris, un homme plus jeune, plus robuste, et probablement plus naturellement matérialiste, était affecté autant que moi-même. Peut-être en raison de sa connaissance approfondie depuis sa naissance de la légende locale. Nous ne pouvions rien faire, pour le moment, que regarder le vieux chat noir alors qu'il griffait avec une ferveur décroissante la base de l'autel, levant la tête de temps à autre et miaulant vers moi de la façon persuasive qu'il employait quand il souhaitait que je lui accorde quelque faveur. Norris rapprocha une lanterne de l'autel et examina l'endroit que Nigel était en train de griffer, agenouillé en silence, arrachant les lichens des siècles qui joignaient le bloc pré-romain massif au sol de mosaïque. Il ne trouva rien et était prêt à abandonner ses efforts lorsque je remarquai un détail trivial qui me fit frissonner, même si cela ne signifiait rien de plus que ce que j'avais déjà imaginé. Je lui en parlai, et nous observâmes tous deux sa manifestation presque imperceptible, figée par la découverte fascinée et la compréhension. Ce n'était que cela. La flamme de la lanterne posée près de l'autel vacillait faiblement, mais incontestablement, en raison d'un courant d'air qu'elle n'avait pas reçu précédemment, et qui provenait sans doute possible de la fissure entre sol et autel, là où Norris avait arraché le lichen. Nous passâmes le reste de la nuit dans le bureau, toute lumière allumée, discutant nerveusement de la marche à suivre. La découverte qu'un caveau, plus profond que la plus profonde maçonnerie romaine connue, se trouvait sous cet amas maudit, quelques caveaux insoupçonnés par 3 siècles d'archéologues curieux, aurait été suffisante pour nous exciter sans aucun contexte sinistre.
Tel que nous nous trouvions, la fascination était double, et nous hésitions entre abandonner nos recherches et quitter le prieuré pour toujours, par prudence superstitieuse, ou satisfaire notre sens de l'aventure et braver les horreurs qui pouvaient nous attendre dans les profondeurs inconnues. Au matin, nous étions parvenus à un compromis, et avions décidé d'aller rassembler à Londres un groupe d'archéologues et de scientifiques aptes à résoudre le mystère. Il faut mentionner qu'avant de quitter la cave, nous avions vainement tenté de déplacer l'hôtel central, que nous considérions désormais comme la porte vers un nouveau puits de peur innommable. Quel secret ouvrirait cette porte? Des hommes plus sages que nous devraient le découvrir. Pendant des jours à Londres, le capitaine Norris et moi présentâmes nos faits, conjectures et anecdotes légendaires à 5 éminentes autorités, tous étant hommes en qui l'on pouvait avoir confiance pour respecter les révélations familiales que nos explorations pouvaient mettre à jour, quelles qu'elles soient. Nous découvrîmes que la plupart d'entre eux étaient peu enclins à la moquerie, mais en revanche particulièrement intéressés et sincèrement compatissants. Il n'est pas forcément nécessaire de tous les nommer, mais je puis révéler qu'ils comprenaient Sir William Brinton, dont les fouilles de la Troad enthousiasmèrent le monde entier à leur époque. Alors que nous prenions tous le train pour Manchester, je me sentais être à l'aube de révélations affreuses, une sensation qui faisait écho à l'ambiance de deuil qui régnait parmi les nombreux Américains, due à la mort inattendue de leur président à l'autre bout du monde. Dans la soirée du 7 août, nous atteignîmes le prieuré d'Hexham, où les serviteurs m'assurèrent que rien d'inhabituel ne s'était produit. Les chats, même le vieux Nigel, avaient été parfaitement calmes et aucun piège de la maison ne s'était déclenché. Nous devions commencer l'exploration le lendemain, et en attendant, j'assignais des chambres meublées à tous mes invités. Quant à moi, je me retirais dans ma propre chambre, dans la tour, avec Nigel sur les pieds. Le sommeil vint rapidement, mais des rêves hideux m'assaillirent. Il y eut une vision de banquets romains, semblable à ceux de Trimalchio, avec une horreur dans un plateau couvert. Puis vint cette chose maudite, récurrente avec le porcher et son troupeau crasseux dans la grotte crépusculaire. Cependant, lorsque je m'éveillai, il faisait plein jour, et une activité ordinaire résonnait dans la demeure en dessous. Les rats, vivants ou spectraux, ne m'avaient pas dérangé, et Nigel était encore endormi paisiblement à mes pieds. En descendant, je découvris que la même quiétude avait régné ailleurs, une situation que l'un des serviteurs assemblés, un personnage nommé Thornton, passionné de surnaturel, attribua plutôt stupidement au fait que m'avait été montrée la chose que certaines forces avaient souhaité me montrer. Tout était prêt désormais, et à 11 heures du matin, notre groupe de 7 hommes portant de puissantes lampes torches électriques et nos équipements de fouille descendit à la cave inférieure et verrouilla la porte derrière lui. Nigel nous accompagnait, car les enquêteurs n'avaient trouvé aucune raison de mépriser sa sensibilité, et qu'ils étaient plutôt désireux de sa présence en cas d'obscure manifestation des rongeurs. Nous n'observâmes que brièvement les inscriptions romaines et les dessins de l'autel, car 3 des savants les avaient déjà vus et tous connaissaient leurs caractéristiques. Le centre de l'attention était le monumental hôtel central, et en 1 heure, Sir William Brinton l'avait fait basculer en arrière, maintenu en équilibre par quelque espèce de contrepoids inconnu. Là fut révélée une telle horreur qu'elle nous eût anéantis si nous n'y avions été préparés. À travers une ouverture presque carrée dans le sol de mosaïque, étalée sur une volée de marches de pierre si prodigieusement usée qu'elle n'était guère plus qu'un plan incliné en son centre, se trouvait un pâle étalage d'os humains ou semi-humains. Ceux qui conservaient quelque cohérence en tant que squelettes montraient des postures de peur panique, et sur tous, on voyait les marques du rongement des rats. Les crânes indiquaient clairement une idiotie totale, le crétinisme ou une origine primitive semi-simiesque. Au-dessus des marches jonchées de déchets infernaux se voûtait un passage descendant, apparemment ciselé à même la roche solide, qui guidait un courant d'air. Ce courant ne fut pas une aspiration soudaine et nocive comme celle venant des caveaux fermés, mais une brise fraîche impliquant quelques renouvellements. Nous ne nous arrêtâmes pas longtemps, mais commençâmes, en frissonnant, à nous frayer un passage jusqu'en bas des marches. Je vis alors que Sir William, alors qu'il examinait les murs taillés, fit la remarque étrange que le passage, d'après le sens des marques, avait été creusé depuis le bas. Je dois être particulièrement prudent maintenant, et choisir mes mots avec attention. Après avoir creusé un sillon à travers quelques marches, au milieu des os rongés,
nous réalisâmes qu'il y avait de la lumière devant nous. Pas une phosphorescence mystique, mais la lumière du jour filtrée qui ne pouvait provenir que de quelques fissures inconnues dans la falaise qui dominait la vallée désolée. Que de telles fissures n'aient pas été remarquées de l'extérieur n'était guère étonnant, car non seulement la vallée est totalement inhabitée, mais en outre la falaise est si haute et abrupte que seul un aéronaute pourrait en étudier la surface en détail. Quelques pas de plus et nous eûmes le souffle littéralement coupé par ce que nous vîmes, à un point littéralement que Thornton, l'enquêteur psychique, s'évanouit pour de bon, dans les bras des hommes abasourdis qui se tenaient derrière lui. Norris, le visage replet, flasque et blême, poussa simplement un cri inarticulé, tandis qu'il me semble que pour ma part je suffoquais ou émis un sifflement en me couvrant les yeux. L'homme derrière moi, le seul de notre équipe qui fut plus âgé que moi, coassa le banal « Mon Dieu !» de la voix la plus fêlée que j'eusse jamais entendue. De 7 hommes cultivés, Sir William Brinton sut garder son calme, un point de plus à mettre à son crédit, car il menait l'équipe et dut être le premier à contempler la vue. C'était une grotte crépusculaire d'une hauteur gigantesque, s'étendant bien au-delà de ce que l'œil pouvait percevoir, un monde souterrain de mystères sans limite et horriblement suggestif. Il y avait des bâtiments et d'autres restes d'architecture. D'un coup d'œil terrifié, je vis un étrange arrangement de tumulus, un cercle sauvage de monolithes, le dôme bas d'une ruine romaine, un vaste amas saxon et un édifice de bois anglais primitif. Mais tout ceci était éclipsé par le spectacle macabre qu'offrait la surface générale du sol. Sur des mètres autour des marches s'étendait un enchevêtrement insensé d'eau humain, ou d'eau au moins aussi humain que ceux sur les marches. Ils s'étiraient comme une mer d'écume, certains éparpillés, mais d'autres entièrement ou partiellement articulés comme des squelettes, ces derniers invariablement dans des poses de frénésie démoniaque, soit repoussant quelques menaces, soit agrippant d'autres formes avec des intentions cannibales. Lorsque le docteur Trask, l'anthropologue, s'arrêta afin de classifier les crânes, il découvrit un mélange dégénéré qui le déconcerta au plus haut point. Ils étaient pour la plupart antérieurs à l'homme de Piltdown sur l'échelle de l'évolution, mais dans tous les cas, assurément humains. Beaucoup étaient d'un rang plus avancé, et quelques rares spécimens étaient des crânes de type supérieurement et sensiblement évolués. Tous les os étaient rongés, principalement par les rats, mais aussi par d'autres représentants de la foule semi-humaine. Mélangés à eux se trouvaient de nombreux petits os de rats, membres tombés de l'armée meurtrière qui avait mis fin à l'antique épopée. Je m'émerveille du fait que chacun d'entre nous ait vécu et conservé sa santé mentale tout au long de cette journée abominable de découverte. Ni Hoffman ni Huysmans n'auraient pu concevoir une scène aussi follement incroyable, si frénétiquement répugnante ou plus gothiquement grotesque que la grotte crépusculaire que nous avons parcourue tous les 7. Chacun trébuchant d'une révélation à une autre et essayant sur le moment de s'empêcher de songer aux événements qui avaient dû se dérouler ici 300 ou 1 millier ou 2 milliers ou 10 milliers d'années plus tôt. C'était l'antichambre de l'enfer, et le pauvre Thornton s'évanouit de nouveau lorsque Trask lui dit que certains des squelettes avaient dû régresser en quadrupèdes sur les 20 dernières générations ou plus. L'horreur s'ajouta à l'horreur lorsque nous commençâmes à interpréter les vestiges archéologiques. Les choses quadrupèdes, avec leurs recrues occasionnelles de la classe des bipèdes, avaient été gardées dans des enclos de pierre, desquels elles avaient dû s'échapper dans leur hystérie finale causée par la faim ou par la peur des rats. Il y en avait eu de grands troupeaux, clairement engraissés avec les légumes vulgaires dont nous découvrîmes les restes sous forme d'une sorte d'ensilage vénéneux au fond d'énormes bacs de pierre plus vieux que Rome. Je savais désormais pourquoi mes ancêtres avaient eu des jardins aussi démesurés, plus au ciel que je puisse l'oublier. Quant à la raison d'être de ces troupeaux, je n'avais pas besoin de la demander. Sir William, debout avec son projecteur, au milieu des ruines romaines, traduisait à voix haute les rituels les plus choquants que j'ai jamais entendus, et nous révéla le régime du culte antidéluvien que découvrirent les prêtres de Cybèle et qu'ils mélangèrent au leur. Norris, qui avait pourtant connu les tranchées, ne pouvait marcher droit lorsqu'il sortit du bâtiment anglais. C'était une boucherie et une cuisine,
Cela, elle s'y attendait, mais découvrir en un tel endroit un équipement anglais familier et y lire des graffitis anglais familiers, certains aussi récents que 1610, c'était trop. Je ne pus entrer dans ce bâtiment. Ce bâtiment dont les activités démoniaques ne furent stoppées que par la dague de mon ancêtre Walter de la Peur. Je me hasardai par contre à entrer dans le bâtiment saxon trapu dont la porte de chêne était tombée, et j'y découvris une effrayante rangée de 10 cellules de pierre aux barreaux rouillés. 3 d'entre elles avaient des occupants, tous des squelettes très évolués, et à l'index osseux de l'un d'eux, je découvris une chevalière ornée de mes propres armoiries. Sir William découvrit un caveau avec des cellules bien plus anciennes sous la chapelle romaine, et ces cellules étaient vides. Encore en dessous se trouvait une crypte basse avec des caisses contenant des ossements soigneusement disposés, certains d'entre eux présentant d'horribles inscriptions parallèles gravées en latin, en grec et en langue phrygienne. Pendant ce temps, le docteur Trask avait ouvert l'un des tumulus préhistoriques et exhumé des crânes à peine plus humains que ceux de gorilles, et qui portaient des gravures d'idéogrammes indescriptibles. Mon chat me suivait au milieu de ces horreurs imperturbables. Je l'aperçus à un moment, monstrueusement perché au sommet d'une montagne d'ossements, et je m'interrogeais sur les secrets tapis derrière ses yeux jaunes. Ayant appréhendé, même superficiellement, les révélations terrifiantes de ce lieu crépusculaire, un lieu si hideusement prédit par mon rêve récurrent, nous nous tournâmes vers les profondeurs, apparemment sans limite, de cette caverne de minuit, dans laquelle nul rayon de lumière de la falaise ne pouvait pénétrer. Nous ne saurons jamais quel monde stygien aveugle s'ouvrait au-delà de la petite distance que nous parcourûmes, car il fut décidé que de tels secrets ne sont pas bons pour l'humanité. Et il y avait autour de nous déjà largement de quoi nous absorber, car nous n'avions pas eu à marcher bien loin avant que les projecteurs ne nous révélassent cette infinité de puits maudits dans lesquels les rats avaient festoyé, et dont la fin brutale du réapprovisionnement avait conduit l'armée de rongeurs voraces à se tourner d'abord vers les troupeaux vivants de choses affamées, puis à jaillir hors du prieuré en cette orgie de dévastation historique que les paysans n'oublieront jamais. Dieu, ces fosses noires de charognes, d'ossements sciés, sélectionnés, de crânes ouverts, ces gouffres de cauchemars engorgés d'os de pithécanthropes, de celtes, de romains et d'anglais pendant des siècles maudits et innombrables. Certaines étaient pleines, et nul ne peut dire à quelle profondeur elles s'enfonçaient autrefois. D'autres paraissaient encore sans fond à la lumière de nos projecteurs et peuplées de fantaisies innommables. Je m'interrogeais sur le destin des rats malchanceux qui basculèrent dans de tels pièges parmi les ténèbres de leur quête au sein de cet abominable Tartare. À un moment, mon pied dérapa au bord d'un gouffre horriblement béant, et je connus un moment de terreur extatique. J'avais dû me perdre un long moment dans mes rêveries, car je ne pus apercevoir personne de notre groupe sinon le replay Capitaine Norris. Alors de ce noir d'encre sans limite, de cette distance plus éloignée que je ne pouvais le concevoir, vint un son. Et je vis mon vieux chat noir passer devant moi comme une flèche, tel un dieu ailé égyptien, droit dans le gouffre illimité de l'inconnu. Mais je n'étais pas loin derrière, car après une seconde, il n'y eut plus de doute. C'était l'étrange débandade de ces rats nés du démon, toujours en quête de nouvelles horreurs et déterminés à me guider, même vers ces cavernes grimaçantes du centre de la terre où Nyarlathotep, le dieu fou sans visage, hurle aveuglément dans les ténèbres, au son de 2 joueurs de flûte arriérés et amorphes. Mon projecteur expira, mais je courais encore. J'entendis des voix et des hurlements et des échos, mais par-dessus tout s'élevait doucement cette cavalcade impie et insidieuse, s'élevant doucement, s'élevant comme un cadavre raide et gonflé s'élève doucement au-dessus d'une rivière d'huile qui s'écoule sous les ponts d'onyx sans fin, vers une mer noire et putride. Quelque chose me percuta, quelque chose de doux et dodu. Ce devait être les rats, l'armée vorace, gélatineuse, visqueuse qui se régale des morts et des vivants. Pourquoi les rats ne devraient-ils pas manger un de la peur alors qu'un de la peur mange des choses interdites? La guerre a dévoré mon enfant. Qu'ils soient tous maudits qui ont mangé Carfax avec les flammes et ont brûlé Grandsire de la peur et le secret. Non, non, je vous le dis, je ne suis pas le démon porché dans la grotte crépusculaire. Ce n'était pas le gras visage d'Edward Norris sur cette chose fongueuse et molle.
Il a vécu. Mais mon fils est mort. Norris doit-il posséder la terre d'un de la peur? C'est le vaudou, je vous le dis. Serpent taché. Maudit sois-tu, fantôme. Je vais t'apprendre à t'évanouir devant les actes de ma famille. Peste, faquin. Je vais t'apprendre à monter. Non. Dévorer mon fils! C'est ce qu'ils disent que je dis lorsqu'ils me trouvèrent dans les ténèbres, 3 heures plus tard. Me trouvèrent accroupi dans les ténèbres, au-dessus du corps replet à moitié dévoré du capitaine Norris. Mon propre chat me sautant à la gorge pour la déchiqueter. Maintenant, ils ont fait sauter le prieuré d'Hexham. Ils ont éloigné de moi mon Nigel, et ils m'ont enfermé dans cette pièce close à Hanwell, avec des chuchotements craintifs sur mon hérédité et mon expérience. Thornton est dans la pièce d'à côté, mais il m'empêche de lui parler. Il tente aussi d'effacer tous les faits concernant le prieuré. Quand il parle du pauvre Norris, il m'accuse de cette chose affreuse. Mais il faut qu'il sache que je ne l'ai pas fait. Il faut qu'il sache que c'était les rats rampants, filants, dont la galopade ne me laisse jamais dormir. Les rats démons qui courent derrière le capitonnage de cette pièce et qui m'entraînent au fond des plus immenses horreurs que j'ai jamais connues. Les rats qu'ils ne peuvent jamais entendre. Les rats dans les murs.